tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler machine à coudre et quelle machine à coudre prendre quand on débute. En gros moi j'ai commencé la couture il y a 3 ans et demi à peu près et avant d'acheter ma machine j'ai lu tout ce que je pouvais trouver, j'ai regardé toutes les vidéos, anglais, français. J'ai mis des semaines en gros avant de me décider et je me suis dit que j'allais vous mâcher un peu le travail parce que maintenant j'ai toute mon expérience de 3 ans et demi pour vous dire si mes idées de l'époque étaient bonnes ou pas. J'ai à côté de moi 2 modèles de machines à coudre et il y a des choses que je vous montrerai où je pourrais comparer un petit peu les deux. En gros, quand je me suis lancée dans la couture, pour ma première machine, j'ai pas voulu mettre très cher parce que j'avais peur qu'au final la couture ça me plaise pas et il y a quand même toujours un doute, hein, on sait jamais, on n'est peut-être pas fait pour ça. Et donc mettre 500 € tout de suite alors qu'on se dit bah si ça se trouve je vais m'en servir 3 fois, c'est pas forcément évident. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'étais partie un peu dans l'idée de faire ça en 2 temps. Je commence par acheter une machine pas trop chère et si ça me plaît, et ben j'investirai. Et franchement, quand on n'a jamais fait de couture, je trouve que ça a été une très bonne méthode. Maintenant il faut savoir à petit budget quelle machine on peut choisir. Donc je vais vous donner les critères que j'avais retrouvés dans plein de blogs et vous dire ce que je pense de chacun. Donc le critère numéro 1 que j'ai vu partout, c'est est-ce que vous voulez choisir une machine à coudre électronique ou mécanique. Je pense que la seule chose qui fait choisir mécanique à plein de gens, c'est un peu la peur du digital, la peur de la panne, la peur de c'est pas fiable, etc. Personnellement, donc ma maman a une mécanique, mes tantes ont des mécaniques et moi j'ai eu que des électroniques et en pouvant comparer les deux, honnêtement, moi je trouve ça beaucoup plus confortable d'être sur une électronique. Oui, il peut y avoir une panne et vous serez tombé sur la machine qui a une panne, mais moi la toute première que j'avais payée 200 €, j'ai jamais eu de problème. En plus, si vous prenez une marque assez connue, les services après-vente sont là, enfin il y a des garanties et tout, donc mon choix perso ce serait de toute façon électronique. C'est aussi plus doux, je trouve, il y a moins d'à-coups dans la couture, il y a moins souvent le fil qui se casse ou qui est perdu, c'est beaucoup plus fluide comme couture et donc beaucoup plus agréable je trouve. La machine nous joue moins des tours, on va dire, même si à l'achat les bas de gamme entre guillemets sont un petit peu plus chers que les bas de gamme mécaniques, mais je trouve que ça vaut le coup de mettre quelques euros de plus. Ensuite, le point que j'ai beaucoup vu et lu à l'époque, c'était regardez bien la largeur et la longueur des points disponibles parce que c'est hyper important, le nombre de points et tout ça. Et je dois avouer qu'avec le recul, je trouve pas ça si vital que ça. En gros, évidemment, il faut qu'on puisse régler la longueur et la largeur des points. Donc longueur c'est pour notamment le point droit et largeur bah, quand ça fait du zigzag, c'est réglable aussi. Mais après, moi c'était devenu quasiment le critère. Si il n'y avait pas au moins 5 mm et 5 mm, je me disais ah non ça vaut pas le coup. Or franchement avec une longueur de point 5 mm, la grosse majorité l'est fait. Et en largeur, alors là ça peut être un peu plus petit mais il n'y a pas besoin, enfin moi j'ai jamais fait une largeur de 7 mm par exemple. Et il me semble que ma nouvelle machine à coudre elle va jusqu'à 7 mm, je m'en suis jamais servi. Donc voilà, je trouve ça assez relatif. De même que le nombre de points, bon bah là, franchement ça fait un peu de la poudre aux yeux, genre il y a 220 points et tout. À part le point droit, le point zigzag, éventuellement un point de surfilage, ça peut être sympa. Et le point de boutonnière, très important. Les autres, les décoratifs et tout, à moins que vraiment vous fassiez de la broderie décorative sur tout ce que vous faites. Mais moi, bah, je les essaie, pour les deux machines, je les ai essayées au début parce que ça me faisait délirer. Et après, plus jamais. Jamais. Je veux revenir juste sur le point de boutonnière, ça c'est important. Le point de boutonnière, s'il y est sur votre machine, ça peut être soit en une étape, soit en 4 étapes. La différence c'est que donc une boutonnière c'est la couture qui fait une sorte de rectangle, que vous ouvrez, vous coupez le milieu à la fin et ça vous permet de passer un bouton. Donc si vous avez une chemise, là vous faites des boutonnières. Si vous avez une option boutonnière en 4 étapes, ça veut dire qu'il faut placer votre machine. Une étape c'est la petite bande du haut, la deuxième étape ça va être la grande bande, la troisième la bande du bas et la quatrième la grande bande. Donc ça peut être un peu imprécis. Si vous avez la boutonnière en une seule étape, ça veut dire que vous placez votre tissu et que toute seule la machine elle va faire tac 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 hop tac et elle va faire tout le tour en une seule fois, ce qui veut dire que tout est calé, c'est un petit peu mieux. Dans les machines premier prix c'est rare que ce soit en une étape, mais
il y en a. Ma machine beaucoup plus chère que j'ai achetée en deuxième a aussi une option de broderie de lettres. Et moi je trouvais ça sympa. Et puis en fait elles sont tellement petites, la taille est pas réglable. C'est des carrés, voilà, c'est pas ultra lisible. Je ne m'en sers absolument jamais. Donc si elle avait pu être un petit peu moins chère et qu'il n'y avait pas les lettres, je pense que ça aurait été un petit peu plus intéressant. Ensuite, un point que je n'avais pas beaucoup lu, mais que je trouve assez important, c'est l'histoire de la canette. Donc vous savez qu'une machine à coudre, ça marche avec un fil d'en haut et un fil d'en bas qui se croisent en faisant un nœud et ça vous permet de faire une couture. La canette, c'est ce qui va tenir le fil d'en bas. Donc une canette, ça ressemble à peu près à ça. En général, c'est une petite bobine de fil, ça peut être transparent ou ça peut être en métal, et vous avez votre fil autour, et vous le placez dans le bas de la machine. C'est très important pour moi parce qu'il y en a qui sont très très simples, et il y en a où c'est un peu plus compliqué. Je vais vous expliquer tout de suite parce que nous avons deux exemples différents juste là, donc c'est très bien. En gros, vous avez soit la canette, le placement est horizontal, donc vous la posez dans un truc et c'est tout. Soit la canette est verticale, et là je trouve ça moi plus compliqué, donc je vous montre tout de suite. Donc pour info, les deux machines que je compare, c'est la Brother FS40 qui a été ma première machine à moi qui est électronique, et une machine Singer option de Lapidus. C'est bizarre, ça me fait penser aux voitures Picasso, trucs comme ça, bref, qui est mécanique et qui appartient à ma maman. On va commencer par celle-ci, comme ça vous allez bien vous en rendre compte. Donc on est là, il faut ouvrir cette partie. Ensuite, on a une autre ouverture ici. Et là, vous voyez le système de canette. J'ai déjà essayé, mais j'ai jamais pratiqué souvent, donc je suis pas trop sûre de comment ça marche. Mais en gros, faut enlever cette partie en fer en ouvrant ici. Comment ça s'en va déjà? Voilà, il y a tout qui vient ensemble. Donc vous enlevez le gros truc en fer là. Et ensuite, la canette, faut l'enlever en soulevant le petit hop, ici, je peux la sortir. Là, vous voyez qu'il y a le fil dedans, et la canette est là. Et donc, vous avez votre canette là-dedans. Donc quand la canette est vide, déjà vous le voyez pas, vous le voyez parce que ça coupe plus, mais c'est pas visuel. Ensuite, vous avez ça, puis faut le mettre là-dedans. Et une fois que c'est là, faut le mettre là-dessus. On va déjà replacer ça. Hop, il y a ce truc là. Et ensuite, on replace la canette. Non, c'était avant. Ah! Désolée, ça fait 5 minutes que je cherche, j'ai réussi à le placer. Enfin. Donc on place d'abord la canette et ensuite le gros rond. Voilà. Et après, on ferme les trucs noirs. Bon, je vous avoue, je pense que je ne l'ai pas du tout replacé comme il faut, mais c'est pas grave. Ma maman le refera. Pouf, on ferme ça. Et on ferme ça. Et je pense que vous allez tout de suite comprendre pourquoi je préfère la canette à l'horizontale. Voici le second système. Je vous zoome un peu. Vous avez un petit schéma sur le côté juste là pour vous dire comment placer la canette. Hop. Vous faites ça. Vous passez le fil ici. Et vous avez un couvercle en plastique transparent à placer là. Et voilà. Et quand vous cousez, vous voyez ça. Donc c'est bien plus facile de voir s'il reste du fil ou pas. Et avant de commencer à coudre, vous pouvez jeter un œil, s'il en reste presque plus, vous refaites une canette. Vous n'avez pas à tout démonter, c'est quand même un petit peu plus simple. Ensuite, vous avez l'histoire du coupe-fil. Donc le coupe-fil, c'est... donc vous avez votre fil d'en haut et votre fil d'en bas. Quand vous finissez une couture, il faut les couper pour pouvoir enlever le tissu. Donc il y a 3 solutions. Soit il n'y a rien, donc à chaque fois que vous finissez une couture, vous prenez vos ciseaux et vous coupez. Soit il y a une sorte de... comme une mini lame de rasoir qui est évidemment protégée par du plastique, hein, mais à un endroit, et en général c'est derrière la machine, et vous passez votre fil dedans et du coup ça le coupe. Donc ça c'est assez pratique. Et la troisième option, mais ça dans les premiers prix, c'est... je l'ai jamais vu, donc ça existe peut-être mais je ne le sais pas. Moi sur la mienne j'ai un bouton, et en fait quand j'ai fini ma couture je fais rien du tout, j'appuie sur le bouton et ça coupe automatiquement les deux fils, et je peux retirer mon tissu comme ça. Ça paraît pas une grosse différence, mais franchement quand on coud beaucoup, si ça en fait une. Alors si vous faites 2 paires de rideaux dans l'année, c'est pas très grave. Si vous cousez plus que ça, voilà, je pense que c'est important. Sur la FS40, ça ressemble à ça. Vous voyez ce petit bout de plastique là, quand on passe le fil comme ça, tac, il se coupe. Sur la Singer qui est là-bas, il n'y en a pas du tout, donc faut prendre des ciseaux.
Ensuite, vous avez l'option bras amovible. Donc sur la FS40, le bras amovible, c'est ça. Et c'est tout. Donc on peut réduire la largeur du bras. Sur ma deuxième machine, le bras amovible, en fait, quand vous tirez cette partie, il y a aussi la partie de derrière le pied qui vient. Donc la partie ici est encore plus petite. Ça, c'est important juste pour notamment les poignets, par exemple. Si vous avez une manche qui est fermée et que vous voulez faire une couture au bout, une fois qu'elle est terminée, le diamètre est assez petit. Et si vous devez la passer autour de ça, vous voyez que ça c'est bien plus large qu'un poignet. Même si c'est en jersey, il faut a priori les tirer. Donc il y a certains diamètres qui là seraient trop petits. Et puis il y a plein de machines où il n'y en a pas du tout, ça s'enlève pas du tout. On trouve l'autre solution en faisant un petit morceau par petit morceau. C'est juste plus long et moins pratique, mais ça se fait aussi. Ensuite, vous avez l'option aiguille double pour le jersey. C'est ça une aiguille double, je vous la sors pas mais ça ressemble à ça. Dans votre machine, au lieu de mettre une aiguille, vous mettez celle-ci. Vous avez deux bobines qui arrivent et du coup ça vous fait deux fils de couture parallèles. Donc en point droit, ça vous fait deux coutures. Si vous regardez tous vos t-shirts en jersey, c'est-à-dire les matières un peu extensibles, tous vos sweats, etc., il y a de fortes chances pour que les coutures soient faites en double aiguille, comme ça, deux coutures parallèles. C'est très bien pour coudre tout ce qui est extensible. Moi personnellement, j'ai jamais masterisé l'art de la double aiguille. J'avoue que j'ai pas beaucoup essayé et je sais pas pourquoi, ça me fait un petit peu peur. Mais le fait d'avoir l'option, ça peut être intéressant. Ça me paraît pas indispensable pour commencer parce que le jersey c'est un petit peu plus dur que du coton normal. Ensuite vous avez l'option bras libre. Donc bras libre c'est le fait de pouvoir avoir fil du haut et fil du bas mais pas de pied presseur. Le pied presseur c'est cette partie, donc ça veut dire qu'on peut l'enlever complètement et que l'aiguille est libre. À quoi sert-ce? C'est si vous voulez faire de la broderie à la machine à coudre. Ça veut dire que vous pouvez diriger le tissu où vous voulez et ça va vous dessiner un motif. Si vous avez une passion créative pour la broderie et que c'est un peu pour ça que vous achetez une machine à coudre, regardez s'il y a ça. Si vous achetez pour coudre, faire des coutures à des vêtements et voilà, ça ne me paraît pas indispensable et ça ne me paraît pas d'un grand intérêt, d'autant que je pense que ça doit pas être facile et que pour avoir un résultat joli, à mon avis, il faut s'entraîner pas mal. Ensuite, vous pouvez avoir l'option en fil aiguille. Donc ça, c'est, je vous ai dit, le fil du haut, il passe dans une aiguille, donc il y a un mini trou et il faut passer le fil à chaque fois qu'on débute une couture. Il y a des enfils aiguilles automatiques ou semi-automatiques, je vous avoue, je suis pas sûre de la différence, mais en gros, sur la première, moi, il n'y avait rien du tout, et sur la deuxième, je baisse un truc, je passe le fil dedans, et en le remontant, ça fait passer dans l'aiguille et j'ai plus qu'à tirer derrière. C'est bien, c'est pratique, mais ça je trouve que ça change pas la vie. Les premières fois enfiler le fil dans le petit trou de l'aiguille, ça paraît compliqué et puis on prend assez vite le coup de main, donc ça me paraît pas une option où ça vaut vraiment le coup de mettre énormément d'argent en débutant. Ensuite, petite liste de nombreux autres critères auxquels on pense pas forcément mais qui peuvent être importants. Le premier c'est le poids. Selon votre usage, plus la machine sera lourde, plus elle sera stable, donc plus c'est agréable de travailler. Mais si vous devez souvent la transporter, si vous faites souvent des ateliers chez des copines ou des choses comme ça, le fait qu'elle soit assez légère pour être transportée, c'est quand même plutôt agréable. Moi, ma première machine, donc celle-ci, elle est très légère, il y a une poignée intégrée et tout, c'est trop bien. La deuxième, elle est plutôt lourde, mais je la stocke sur un meuble qui est juste à côté de mon bureau. Donc quand il faut passer de l'un à l'autre, voilà, c'est comme ça. On peut quand même la transporter, mais je prendrais pas le métro avec, par exemple. Avec celle-ci, sans problème, une petite housse protectrice et elle peut voyager, c'est beaucoup plus facile. Il y a aussi la notion de bruit, et alors ça c'est très compliqué parce que c'est pas précisé sur les sites internet quand vous cherchez toutes les caractéristiques techniques, c'est très rare qu'il y ait les décibels. Du coup, en général, la règle générale, c'est plus on monte en gamme et plus elles sont silencieuses. Après, si vous pouvez vous rendre dans un magasin, même si c'est pas exactement celle que vous cherchez, si vous êtes sur une gamme similaire, vous aurez le même style de bruit. Donc ça, je veux bien vos retours à chacune. Votre machine, vous nous donnez le nom de votre machine et vous nous dites au niveau du bruit. Le bruit, ça peut paraître assez secondaire, mais quand vous cousez plusieurs heures dans la journée, ça peut vite être un peu abrutissant. Et si vous habitez pas seul, donc coloc, famille, etc., ça peut gêner parfois même des voisins. Donc
Voilà, peut-être à prendre en compte. Après, par contre, ça c'est souvent indiqué, il y a aussi le critère de la vitesse. Combien de points elle peut faire à la minute. Moi ça m'a pas changé la vie. Celle-ci c'est autour de 700-750 je crois, dans mes souvenirs. Et la nouvelle, elle est à un peu plus de 1000. Bah oui c'est cool quand on appuie et qu'on veut aller à fond, ça va un peu plus vite. Mais je me dis pas, oh, je gagne tellement de temps maintenant. Ensuite un autre truc à penser qui moi m'a posé problème, c'est la longueur des câbles qui sont assez standards, hein. Il y a quand même peu d'options pour rallonger ou même de rallonge tout court. Moi le problème que j'ai eu c'est que mon bureau peut se régler en hauteur et que j'aime bien coudre debout et que la pédale qui se met au sol est souvent fixée sur un fil qui fait genre 1m20. Donc ça c'est un peu relou. Donc quand je couds debout c'est un peu bas pour moi. Sinon ce que je fais c'est que je mets un tabouret haut et du coup je baisse un peu mon bureau, donc je suis un peu entre les deux. Mais j'aimerais bien coudre debout et ça c'est un peu dommage. Et j'ai pas trouvé de solution pour changer. Si vraiment vous avez un problème avec le fait de faire avec vos pieds ou avec la longueur du câble, il y a des machines qui ont l'option à la main. On a un petit bouton au-dessus là et qui permet de dire start ou stop. On n'y pense pas beaucoup non plus, mais l'éclairage ça peut être intéressant. L'électronique en général elles ont un éclairage, les mécaniques moins souvent, donc checkez bien. Quand vous travaillez le soir ou quand vous travaillez longtemps, le fait d'avoir un bon éclairage, moi j'ai remarqué entre celle-ci où c'est une ampoule qui fait un peu jaune et l'autre où il y a plusieurs LED couleur lumière du jour, un peu blanc, c'est beaucoup plus confortable. Moi j'ai une mauvaise vue donc regarder des choses aussi précises longtemps ça me fatigue plus, donc l'éclairage est le bienvenu. Après vous avez savoir s'il y a une poignée ou pas. J'ai rarement vu des machines qui n'avaient pas de poignée, même les très vieilles, très anciennes, elles ont des poignées intégrées, donc bon, voilà. Mais si vous la transportez souvent, ça peut être bien de regarder. Et enfin, je dirais le dernier critère pour moi, c'est les accessoires qui sont fournis. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Dans les accessoires qu'il y a le plus souvent, c'est les pieds de biche. Là, vous avez la petite pochette de la FS40. Les pieds de biche, c'est les pieds presseurs, là, je sais pas pourquoi j'appelle ça des pieds de biche. Pieds presseurs, ça par exemple c'est pour faire une boutonnière. Il y en a celui-ci, hop, petit comme ça, c'est pour les zips. Celui-là c'est celui qui y est le plus souvent et j'avoue qu'il est assez pratique, donc s'il y est, bah, c'est bien pour vous. Souvent il y a un petit pinceau pour nettoyer l'intérieur. Bon, en général c'est pas des fibres de super bonne qualité, mais voilà. Il y a souvent un découvite aussi, qui est votre meilleur ami quand vous faites de la couture. Et puis souvent un pack d'aiguilles où il y a certaines offres où ils vous offrent des bobines de fil, des choses comme ça. Pour moi ce qui est vraiment important à regarder, c'est éventuellement le pied presseur pour le zip, le pied presseur pour la boutonnière, mais s'il y a l'option boutonnière, bah forcément il y aura le pied presseur. Pour le dernier conseil, j'ai envie de vous dire, essayez peut-être de prendre plutôt une marque assez connue, parce que ce sera beaucoup plus facile pour les accessoires. Et si jamais il y a un problème, par exemple la lumière, s'il faut changer l'ampoule, trouver ce genre de truc, donc les pièces détachées, même si on va pas faire du gros bricolage, on le sait, mais les petites pièces détachées, pouvoir les retrouver assez facilement, ça peut être bien aussi. Donc avec des grandes marques, l'avantage c'est qu'il y a des magasins, ils ont des sites, ils font les mêmes modèles pendant des années, donc vous pouvez avoir des conseils et trouver les pièces assez facilement. Et en plus vous aurez plus de, que ce soit sur YouTube, sur des blogs, etc., vous aurez plus de gens qui parlent de votre modèle à vous que des modèles un peu obscurs, pas connus du tout. Et dernière chose, au fur et à mesure, moi personnellement, pour l'avoir essayé et pour avoir le recul maintenant de plusieurs années, je pense que j'aurais été super déçue si j'avais acheté une machine premier prix parce que c'est assez galère. Alors si vous avez un budget super limité, bah oui, ça peut être bien pour commencer, mais je trouve que ça vaut le coup d'économiser quelques mois de plus pour accéder à ce niveau-là. C'est vraiment pas mal. Moi je l'ai payé 199 € à l'époque et c'est quand même un petit cran au-dessus, c'est-à-dire que déjà avec celle-ci j'ai un peu pété des câbles régulièrement parce que je comprenais pas, je dévissais sous le pied presseur, j'ai dévissé plein de fois, j'avais l'impression que les fils s'en mêlaient, des choses comme ça faisait des nœuds. Ça ne me le fait plus du tout avec ma nouvelle machine, mais je crois que ça le fait encore plus avec les vraiment premiers prix. La stabilité de la couture, on va dire, baisse vraiment beaucoup et ça peut beaucoup énerver très fréquemment. Donc si c'est pour vous gâcher le plaisir, en fait, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires ou dites-nous aussi, j'ai telle machine, voilà ses avantages, ses inconvénients, qu'on fasse un petit guide d'achat de la première machine à coudre qui rende service à tout le monde.
Je précise que je n'ai aucun lien affilié, que je ne suis pas sponsorisée par qui que ce soit, donc vous achetez bien ce que vous voulez, ça ne changera rien pour moi. Sur ce, je vous souhaite peut-être un bon shopping ou sinon une très bonne couture. Et je vous dis à la semaine prochaine. Attention, ma vidéo ne sera pas le lundi, probablement mercredi prochain, pour le grand lancement de mon site sur le tricot. À la semaine prochaine, ciao!